Bonjour. Ça fait un bon bout de temps que je suis pas venue faire une vidéo. Ouais. Ben, j'en ai fait une très longue hein, au début de l'été. Donc, 1 heure de vidéo, là, ça vous laissait quand même pas mal de matériel à visionner en petite ou en grande bouchée si vous suivez la chaîne ici. Donc, ben, il y a eu l'entrevue avec ABC Talk et puis depuis ce temps-là, effectivement, que j'ai pas vraiment refait de vidéo. J'ai écrit pas mal cet été, mais j'ai passé aussi beaucoup de temps dans le vivant, à vivre, à vivre ma vie. Donc, tout ça fait que ça fait un moment que je suis pas venue vous voir, mais aujourd'hui, j'avais le goût de venir vous voir pour vous parler de sécurité. Ouais, c'est le thème que j'avais le goût d'aborder avec vous aujourd'hui, le sentiment de sécurité. Parce que, ben, pour plusieurs raisons, mais disons que il est ressorti beaucoup dernièrement dans des petits partages de groupe que j'ai faits, dans des accompagnements individuels. Bon, bref, il est revenu de toutes sortes de façons, faire des petits coucous, hein, avec les petites peurs à la clé, parce que généralement, ben, qui dit sécurité dit aussi peur, parce que généralement, ben, quand on a des peurs, on ne se sent pas en sécurité. Hein? Donc voilà. Et puis, j'avais le goût de venir jaser de ça avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises au niveau du sentiment de sécurité. Ben, en fait, je dis ça puis je dis rien parce que dans le fond, mon échantillonnage est quand même assez restreint. Il provient de la clientèle, là. Je veux dire, je ne suis pas dans le salon de tous et chacun pour voir comment les gens comprennent ça, mais disons que c'est comme un peu ce qui a été reflété autant dans les accompagnements, les partages de groupe, que aussi dans des rétroactions que j'ai eues relativement à certains textes. Ça aussi, ça m'a surpris de voir comment les gens peuvent récupérer parfois un propos, euh, se sentir bon, attaqué par ce qui est dit par de simples mots qui apparaissent sur un écran. Fait que ben, ça aussi, c'est un beau déclencheur hein, de voir qu'un simple texte peut déclencher hein, une certaine forme de réaction, de réactivité qui fait que la personne se sent d'une façon ou d'une autre menacée. Donc, si elle se sent menacée, elle ne se sent pas forcément en sécurité. Fait que bref, vous avez compris, c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Donc, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Euh, Moi, je partage toujours à partir de ce qui s'est compris ici, hein, les amis. Moi, je ne suis pas ici pour transmettre ou partager du contenu théorique qui a été lu ou appris ou bon, qui provient d'ailleurs. Je ne suis pas là non plus pour faire du spin sur ce qui s'est dit dans d'autres vidéos ou dans d'autres textes par d'autres personnes. Ça ne m'intéresse pas, ces choses-là, ça ne m'intéresse plus. Donc, je partage toujours en fonction de la façon dont ça s'est vécu, ça s'est compris ici, puis après ça, ben, si ça résonne, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça, là. Vous avez l'embarras de choix sur le web quand vient le temps de vous abreuver à ce qui résonne et parle pour vous. Donc, ici, par contre, ce que je peux dire relativement au sentiment de sécurité, ben, il y a plusieurs choses à dire, mais il y a comme 2 volets dans celui-ci qui, pour moi, m'apparaissent très importants et que j'avais le goût de discuter avec vous. La première chose, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une compréhension assez profonde qui s'installe un jour sur le fait que, en ce qui concerne notre humanité, hein, la vie dans la forme, bon, ce qu'on est, ce que vous voyez à l'écran, ce que vous êtes, le corps, les pensées, les émotions, l'énergie, tout ça, là, bon, dans le relatif, hein, dans la relativité des choses, dans le vécu, dans la vie, ben, la sécurité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein? La vie, ça peut vous être enlevé comme ça demain matin. Donc, ça, c'est vraiment une compréhension profonde qu'à un moment donné, il faut être en mesure de faire et de voir. Et je vous dirais même, c'est plus là, qu'une compréhension. C'est quelque chose vraiment auquel on peut connecter en soi, oui, et qu'on peut aller explorer. Hein, qu'on peut aller explorer via justement l'exploration de la peur de la mort ou de la peur de la souffrance, ou bon, toutes ces choses-là là, qui tournent autour finalement de la fin de la vie. Bien, on peut aller vraiment
connecter à des espaces en nous qui nous permettent de vraiment observer ça. Comment on se sent par rapport à ça. Et ça, si vous êtes honnête le moindrement par rapport à vous-même, ben, vous allez vous apercevoir qu'il y a il y a une dimension en vous qui craint ça, qui craint, qui a peur et qui a un grand sentiment d'insécurité parce que la mort, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Même pour ceux et celles qui ont vécu ce qu'on appelle des expériences de mort imminente ou qui ont eu accès à des expériences spirituelles qui leur ont permis de comprendre que finalement, dans l'absolu, la mort n'existe pas vraiment. Dans la dimension humaine, dans la dimension corporelle, il y a une fin à ce corps-là. Il y a une fin à ce corps-là un jour qui va arriver. Donc ça, le corps, il est habitué, il est conditionné, il a été... j'allais employer le terme dressé. Je trouve ça un peu fort parce que généralement, quand on parle de dresser, on parle d'animaux, mais ça fait référence quand même à cette part d'animalité-là en nous. Donc, je pense qu'on peut utiliser le terme, oui. D'une certaine façon, c'est même plus que du conditionnement. Hein? C'est des milliers et des milliers et des milliers d'années de naissance, de mort qui s'enchaînent et qui sont comme les perles sur un collier finalement. Hein? Je veux dire, le vivant, c'est comme une grande chaîne, on peut le voir comme ça. Souvent, en tout cas, moi, j'aime bien l'illustrer comme ça. C'est comme une grande chaîne composée de milliards de maillons. Et puis, ben là-dedans, il y a comme une récurrence dans le cycle de la nature, dans la façon de vivre les choses. Puis le propre de la vie, ben, c'est fait de cycles de naissance et de mort. Puis c'est pas juste dans la biologie du corps humain, c'est dans la nature, c'est partout, c'est partout. C'est fait comme ça. La vie est faite comme ça. La vie dans la forme, elle ne dure pas, mais elle se renouvelle et elle recommence continuellement. Donc, on peut voir, quand on observe la nature, qu'à quelque part, la mort existe et elle n'existe pas. Parce que la vie se renouvelle continuellement, elle se recycle, elle prend d'autres formes ou elle prend d'autres mouvements, d'autres directions. Donc, là-dedans, il y a comme une certaine continuité, une certaine forme d'éternité. Puis là, ben, c'est là qu'on touche à la dimension vraiment absolue du truc, où là, on voit que finalement, la mort n'existe pas vraiment. Mais dans la forme que vous êtes en ce moment, vous qui m'écoutez, ben, dans le corps, il va y avoir une mort et le corps le sait. Dans l'intelligence, oui, du vivant, ben c'est su, c'est connu depuis des milliers d'années. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mécanismes qui sont très, très, très bien installés, qui sont là pour tenter, dans la mesure du possible, de préserver la vie. Comme tous les réflexes qui visent à éviter un accident, à fuir un danger. Bon, toutes ces choses-là, c'est là pour tenter de préserver la vie parce que ça sait que ça va mourir. Donc, bon, voilà. Fait que là, j'ai fait un très long préambule pour expliquer quelque chose de fondamentalement très simple. Fait qu'intellectuellement, on peut le comprendre très facilement, très rapidement, mais aller se connecter à cet espace-là pour ressentir cette compréhension-là de façon profonde, c'est quand même important de faire cet exercice-là pour être en mesure de se mettre en contact avec cette peur viscérale-là de la mort, qui n'est pas mauvaise. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Il n'y a rien de préjudiciable là-dedans. Il n'y a rien à fuir de ça. Il n'y a pas à être dans le déni de ça parce qu'on aurait présumément compris que la mort n'existe pas dans l'absolu. Il n'y a pas à renier la réalité du vivant qui est là. Il n'y a pas à tenter de la mettre de côté, de ne pas s'en occuper. Moi, toutes ces théories-là, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, puis je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Donc, ça, c'est la première des choses. Fait qu'il faut vraiment tenter, tant que faire se peut, d'essayer un jour ou l'autre, à notre rythme et à notre manière, de se mettre en contact avec cette réalité-là, qui fait qu'il n'y a pas de sentiment de sécurité qui va se maintenir et perdurer et dans le temps. Puis à quelque part, ben, il y en a un aussi. C'est ça qui est beau. Parce que quand vraiment on connecte à cet espace-là où on voit là, toute la peur qui est là et qu'on réalise profondément qu'il y a une fin. Il y a une fin à la vie, mais que, tu sais, on le réalise pas avec notre tête, là. Moi, c'est toujours ça, là. Sortez de votre tête, vraiment connectez-vous à votre ressenti. C'est vraiment à ce niveau-là, moi, que j'essaie de partager les choses. On le réalise, là, dans notre corporalité, on le réalise dans toutes les dimensions de ce qu'on est. Quand on voit que le sentiment de sécurité, la recherche d'un sentiment de sécurité, elle est un peu illusoire, bien là, il y a comme une détente qui vient avec ça. Oui, il y a une détente qui vient avec ça,
qui apporte, paradoxalement, un certain sentiment de sécurité. Hein, on cherche, on cherche, on cherche, puis là, on fait comme, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il va falloir que j'accepte de vivre l'incertitude de la vie. Puis là, ben, au début, oui, ça peut entraîner toutes sortes de ressentis plus ou moins agréables. Puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui finit par faire, ben oui, c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose qui finit par se détendre. Mais ça, et c'est un peu ça que je voulais traiter aujourd'hui, c'est que le moment où ça se relâche puis ça se détend, il n'y a personne qui a le contrôle là-dessus. Vous ne pouvez pas forcer les lâcher-prise, vous ne pouvez pas forcer la détente, vous ne pouvez pas forcer l'abandon, le grand surrender, là, comme on dirait en anglais. Ça ne se force pas, ces choses-là. On peut instaurer des pratiques pour se détendre. Oui, ça, il y en existe une foule et une panoplie de pratiques pour se détendre, puis je ne dis pas le contraire. Mais c'est là que je m'en viens avec l'histoire des méthodes, des techniques et des outils. Les méthodes, les techniques et les outils, elles sont là pour quoi? Elles sont là pour tenter d'induire du calme, de la paix, de l'accueil, du lâcher-prise et toutes ces belles choses-là. Puis pourquoi on veut instaurer ça? Ben, c'est parce qu'à quelque part, on est un peu dans une certaine forme de non-accueil et de résistance. Et là, on se dit, ben oui, mais je dois accueillir. Ben, je dois accueillir, parce que c'est un peu ce que tout le monde vous répète en spiritualité, hein, je veux dire, puis en développement personnel même, on vous donne toutes sortes de techniques et d'outils pour vous dire d'accueillir, de vous ouvrir, de vous abandonner, de lâcher prise, d'être avec ce qui est, blablabla. Bla, bla, bla. Bien, ça aussi, c'est une forme d'injonction. C'est une forme d'injonction qui, à quelque part, vise à vous éviter l'inconfort qui vient avec le fait d'être en résistance. Ah, je suis en résistance, là, j'accueille pas ce qui est là, là. Faut que je me détende pour l'accueillir. Faut. Faut que je me détende pour l'accueillir. Je suis en résistance. Je suis en résistance. Je suis en colère, je suis irritée, je suis, bon, j'aime employer des anglicismes, là, je suis pissed off, je suis hors de moi-même. On peut-tu dire oui à ça aussi? Hein? La grande équanimité là, du petit Bouddha, là, c'est beau ça pour les gens qui vivent dans des ashrams, qui vivent dans des monastères, qui sont en retrait de la vie mondaine ou de la vie courante et qui vivent dans des environnements fortement contrôlés où tout est fait pour vous maintenir dans un état de paix, de silence et de tranquillité. Bon, fait que si c'est ça que vous voulez, ben devenez moine bouddhiste, entrez dans les ordres. Ben, si c'est ça vraiment que vous voulez, ben faites ce qu'il faut pour aller vers ça, renoncez à toute votre vie mondaine et tournez-vous uniquement vers une vie spirituelle, mais vraiment 24 heures sur 24, là, vous décidez que vous faites ça, là. Vous mettez la robe orange ou brune ou la robe noire à col romain ou la petite capine et puis, bon, ben faites ce que vous avez à faire pour tourner et dédier votre vie uniquement et totalement à ça si c'est ce que vous voulez. Parce que là, à ce moment-là, si c'est vraiment ça que vous recherchez, bien là, vous allez vivre une vie d'abnégation, de renoncement, mais aussi une vie où on va vous créer un beau cadre propice à être dans un état de calme, de tranquillité, de silence et de paix. On va faire ça aussi. Puis de temps en temps, bien, on va vous sortir, puis on va dire, bien, allez faire un peu d'action bénévole, là, allez vous tremper dans le monde pour mettre à l'épreuve votre petite zénitude, là, voir si vous êtes capable de la conserver là, dans le trafic à Jakarta ou, je ne sais pas, moi, aller faire des œuvres caritatives en Amérique du Sud ou en Afrique. Bon, voilà. Fait que je veux dire, on va vous sortir de temps en temps de votre zone de confort pour aller voir si c'est bien ancré, ce truc-là, si c'est bien installé. Puis après ça, vous allez revenir dans votre petite zone de tranquillité, de paix et de zénitude. Si c'est ça que vous voulez, faites-le. Mais si vous avez une vie
comme celle que j'ai. Moi, là, tu sais, il y a des enfants, il y a de la famille, il y a des amis, il y a un boulot. Ben là, ici, il n'y a plus de boulot, mais pour la majorité des gens, il y a un boulot, il y a des obligations financières, il y a des stresseurs, il y a des choses. Bon, ben, il y a les états qui viennent avec tout ça. Vous ne vivez pas une vie qui est un long fleuve tranquille. Ben non, vous êtes sur une petite rivière avec des rapides, puis là, ça vous demande d'apprendre à naviguer avec les rapides, là. Fait que, puis c'est normal d'être dérangé puis d'être perturbé. Fait qu'on peut-tu dire oui à ça quand on est perturbé puis on est dérangé? On peut-tu arrêter de vouloir faire quelque chose avec ça? Parce qu'il est là l'enjeu du système nerveux. Hein? Il est là, c'est fin ça, là, ce que je suis en train de vous dire. Ça a l'air gros, là, puis ça a l'air bien, bien évident, là, mais il y a quelque chose de très fin là-dedans, puis je vais essayer d'étoffer un peu mon propos en vous donnant un exemple très facile et très concret. Le discours intérieur par rapport à soi-même. Puis vous allez voir, là, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, mais c'est puissant. C'est puissant. Si vous êtes de ceux et celles qui, comme moi et bien d'autres personnes que je connais, ont eu des parents qui étaient quand même assez exigeants, qui avaient des grandes attentes ou qui vous poussaient le moindrement un peu dans la performance et dans des façons de faire très orientées et très particulières, ben il est venu avec ça à la clé tout un lot de justement d'attentes. Hein? Donc, ben, c'est fais ci, fais pas ça, habille-toi pas comme ci, habille-toi comme ça, mange ci, mange pas ça. Bon, en tout cas, bref, vous comprenez l'idée. Fait que probablement que ce genre d'éducation-là, dans l'enfance, a fait en sorte que, d'une façon ou d'une autre, intérieurement, il s'est développé, parce qu'on finit toujours un peu par développer le discours intérieur qui est celui qu'on a entendu quand on était très jeune. Donc, il y a probablement quelque chose qui s'est développé dans le discours intérieur du je suis trop ou je suis pas assez, qui fait qu'on est quand même assez critique et dans le jugement par rapport à nous-mêmes. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et de place à l'erreur dans ce genre de narrateur-là intérieur. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit quelques kilos en trop, un résultat d'examen qui n'a pas été celui qu'on attendait, un boulot où finalement ça ne se passe pas exactement comme on voudrait, une relation, un conjoint, des enfants où ça brasse un peu et que là, on se fait renvoyer une image de, bon, que c'est nous qui a fait quelque chose de pas correct. Très rapidement, dans le narratif intérieur, il peut y avoir un sentiment de culpabilité, mais aussi tout un discours qui vient avec ça de j'ai pas fait la bonne chose, tatati, tatata, etc. Bon. Bien, ça, là, juste ça, là, c'est un déclencheur pour votre système nerveux. Votre système nerveux, dans votre corporalité, là, il y a quelque chose qui se déclenche où là, il y a un warning, là, il y a un avertissement, il y a une petite lumière qui s'allume pour dire danger, danger, danger. Bon, c'est un danger très fin, très subtil, parce que c'est juste un discours intérieur, vous allez me dire, mais c'est excessivement important de voir à quel point un discours intérieur qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas rempli de compréhension et je vous dirais de bienveillance, oui, et je vais développer le terme de la bienveillance après, à quel point ce discours-là, juste ça, là, ça met une tension sur votre système nerveux. Ça met une certaine forme de tension sur votre système nerveux. Et déjà là, votre système nerveux se sent pas tout à fait en sécurité parce qu'il y a une part de vous qui est toujours en train d'un peu de surveiller. Est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que je me suis bien positionnée dans telle situation? Est-ce que j'ai bien agi? Bon, etc. Donc, c'est fin, c'est subtil. Fait que si juste ça, ça suffit à mettre votre système nerveux sous tension puis à y enlever un sentiment de sécurité qui pourrait être plus grand, imaginez tout le reste. Imaginez tout le reste. Donc, c'est gros ce truc-là, c'est gros ce truc-là. Donc, moi, là, cette idée-là de travailler des techniques et des outils et des rituels et des méthodes, et bon, je vous dis pas que c'est mauvais. Puis oui, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans parce que ne serait-ce que de vous mettre en contact avec votre intériorité et de voir justement tous ces mécanismes-là à l'œuvre à travers ces pratiques, ces outils, ces techniques-là, déjà ça, là, ces techniques et ces outils-là et ces méthodes-là valent leur pesant d'or. Parce que là, vous allez commencer à retourner le regard vers l'intérieur, puis vous allez vous regarder un petit peu plus, puis vous allez vous regarder autrement. Fait que ça, c'est bon. Mais toutes ces techniques et ces outils-là en rajoutent
Il rajoute une méthode, il rajoute une façon de faire, il rajoute quelque chose qui fait qu'il n'y a jamais de permission intérieure qui peut s'accorder de juste être là, puis être comme on est. Avec toutes nos imperfections, nos petites coches mal taillées, puis nos petits défauts, puis notre petite colère, puis notre petite irritabilité, tout ça, tu sais. Non, il y a comme pas de permission qui peut se donner à l'intérieur tant et aussi longtemps qu'on rajoute une méthode, puis même la méthode du rien faire, là. La méthode de hey, je fais rien avec ça. Ben, à quelque part, c'est une façon d'agir à l'endroit de ça. Parce que, et c'est ce que j'essaie de faire ressortir un peu là-dedans, c'est que l'auto-examen de soi-même continue. Vous êtes toujours là en train de vous observer. Et le rôle de l'observateur, qui est un rôle crucial et essentiel, oui, dans toutes les techniques méditatives et dans toutes les approches spirituelles, ben, c'est pas le rôle final, c'est pas la posture finale, c'est pas le lieu de destination. Parce que ce pas de recul-là qu'on prend par rapport à soi-même, même s'il est important de le prendre, ben, à quelque part, il maintient une séparation avec une partie de vous-même. Et on continue toujours de s'observer, s'analyser, vouloir faire quelque chose. Et ça, là, sur le long terme, c'est tellement énergivore. C'est tellement, ben, à vrai dire, c'est pas que c'est énergivore, c'est que vous vous scindez. Vous vous scindez de votre énergie de vie. Quand vous allez dans le poste de l'observateur, vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle en yoga le drashtar, hein, l'observateur, celui qui est là à regarder. Et ce que d'autres vont associer à la conscience, ben non, c'est l'esprit, là, je vous le dis en gros, là, parce que la conscience, c'est global. Fait que ça peut pas, le poste d'observation, là, c'est pas la globalité de la conscience. C'est l'esprit, c'est cette partie-là de vous qui observe. Bon, bref, on ne rentrera pas dans le détail là-dedans. Je ne veux pas partir des débats sur la conscience et tous ces trucs-là. Là, ça ne m'intéresse plus, ces choses-là. Mais tout ceci pour dire que c'est pas la destination finale, le poste d'observateur. Puis à un moment donné, ben, il faut savoir en sortir, puis il faut vraiment revenir dans le jeu de la vie et embrasser tout ça. Embrasser tout ça, là, ça ne veut pas juste dire se laisser traverser, parce que se laisser traverser, on est encore dans le poste d'observateur. Et là, on rouvre la porte à l'émotion, on se laisse traverser par l'émotion. Ah, l'émotion est passée, je suis revenu dans mon observateur, dans mon petit Bouddha tranquille. Mais non, 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 il faut l'embrasser. Il faut l'embrasser, l'émotion. Il faut l'embrasser, puis la vivre pleinement, puis jouer le jeu du personnage qui est en colère, de l'enfant qui pique une crise ou de cette partie-là de nous-mêmes, finalement, qui revendique son droit d'exister. Hein? Ça revendique cette partie-là en nous que certains vont associer à l'enfant blessé, tout ça. Voyez ça comme vous voulez, là. C'est tous des noms et des mots qu'on met là-dessus, puis on peut bien mettre ce qu'on veut, là. Mais cette partie-là en vous qui s'est reniée, qui ne s'est pas écoutée, qui l'a ressurgi et refait surface, bien, elle revendique son droit d'exister, tout simplement. Elle revendique son droit à la vie. C'est le vivant qui demande à s'exprimer, et c'est le vivant qui a été enfermé, qui a été réprimé, qui a comme tout été, c'est ça, là, encarcané, là, mis dans un carcan, puis dans une belle forme, identifié à la forme, qui, là, revendique son droit de vivre et d'exister. Donc, faut arrêter à un moment donné. Puis encore là, et là, je vais boucler la boucle de mon vidéo parce que je ne veux pas faire, je suis rendue à combien, là? OK, j'ai quand même fait un bon petit 25 minutes, là, je ne veux pas éterniser ça indûment. Mais, et encore là, ben, je ne veux pas qu'on tombe, avec ce que je vous dis ce matin, je ne veux pas qu'on tombe dans une méthode de OK, il faut tout embrasser. C'est ça la technique maintenant, je vais tout embrasser, je retourne dans le jeu de la vie. Non, 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 non. Parce que, vous savez, entre le je m'observe, je veux cheminer, je veux transformer, je veux processer des choses, je veux guérir, et bon, et toutes les démarches qui viennent avec vouloir être une meilleure version de soi, ou vouloir aspirer à du mieux-être, ou vouloir aspirer à quelque chose d'autre, entre ça et le hey, je me fous la paix, là. C'est assez, là, j'en ai assez fait, j'ai assez gratté le bobo dans ma vie, j'ai assez travaillé sur moi-même. Je pense que je suis rendue à un moment dans ma vie où je peux me donner une petite pause, un break, comme on dit en bon québécois. Entre les deux, là, ben, il n'y a ni un ni l'autre qui est la bonne posture. La bonne posture, c'est le juste milieu et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de méthode. Parce que des fois, vous allez être d'un côté, puis des fois, vous allez être de l'autre. Des fois, ça va nécessiter que vous fassiez quelque chose avec quelque chose qui est là dans le moment, puis qui a besoin d'être traité, puis qui a besoin d'être processé. Puis d'autres fois, ça va être comme, hey, je peux-tu me foutre la paix avec ça? Donc,
Voilà. Et ça, là, ben, c'est juste en vous connectant à votre ressenti que vous allez savoir si, OK, il y a quelque chose qui est là, qui est une réminiscence du passé, un pattern ou un schéma que j'ai besoin de laisser tomber. Je sens profondément qu'il y a quelque chose que je dois faire avec ça. Je dois aller voir un accompagnant, je dois aller voir un thérapeute, je dois aller voir, bon, peu importe l'approche que vous choisissez de consulter pour vous aider ou les personnes que vous choisissez de consulter pour vous aider. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait comme, là, je sens que j'ai besoin de faire quelque chose avec ça. Puis, à d'autres moments, ben, il y a quelque chose qui est là, puis ça va être juste de dire, ben, c'est pas agréable, c'est inconfortable, mais je reste avec, puis je sens pas le besoin de faire quoi que ce soit avec ça. On va rester dans l'inconfort le temps qu'il faudra rester dans l'inconfort parce que c'est ça. C'est comme ça. On va rester en colère, on va rester irrité, on va rester dans une moins belle et une moins noble partie de nous qui est, mon Dieu, qu'on n'aura pas une belle image spirituelle si on l'affiche devant les gens. Mais encore là, qui veut projeter une belle image spirituelle devant les gens? Bien, ceux qui ont des enjeux qui viennent à la carte avec ça, là, qui sentent le besoin de présenter une façade qui est toujours équanime, en paix, puis joyeuse ou aimante, là. Je veux dire, bon, mais ça leur appartient. Mais vous, est-ce que vous avez besoin de ça dans votre vie? En tout cas, moi, un jour, j'ai décidé que je n'avais pas besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, on le gère comme on veut. Il y en a qui ne sont pas encore prêts à dépasser ça, puis ils sentent le besoin de démontrer qu'ils ont donc cheminé, puis qu'ils sont donc éveillés, ou je ne sais pas quoi d'autre. En tout cas, bref, ça leur appartient. Puis c'est OK aussi. C'est OK aussi. C'est ça qu'il faut voir. C'est la finesse de ça qu'il faut voir. Est-ce que le système nerveux est prêt à lâcher l'enjeu? C'est toujours ça la question. Puis ça, il n'y a personne qui décide du moment où ça se fait. Ça se fait. OK? La seule chose que vous pouvez faire pour, encore là, des fois ça peut fonctionner, puis des fois ça ne fonctionnera pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de tendre vers le fait de vous auto-rassurer et de vous dire que peu importe ce qui va se présenter, ça va bien aller. Mais encore là, c'est une belle marotte mentale, puis c'est un beau discours qui vise à vous empêcher de ressentir l'inconfort. Ah, c'est difficile. Ben, j'en juge pas, là. C'est difficile. L'inconfort, c'est pas agréable, mais ça fait partie de l'expérience. Puis là, je vous parle pas de souffrance, je vous parle d'inconfort. Et pourquoi je ne dis pas le mot souffrance et je dis inconfort, c'est que la souffrance a tout un vocabulaire qui vient avec ça. Et elle appartient, ce vocabulaire-là, qui est associé à des émotions négatives, appartient au mental. Puis un jour, ben, ça peut s'élaguer, ça. Le ressenti peut faire en sorte qu'on se connecte autrement aux dimensions de nous qui sont dans l'inconfort et on enlève tout ce vocabulaire-là qui est associé à la souffrance et à l'attachement qu'on a à la souffrance. Et graduellement, ben, la souffrance n'est plus de la souffrance. C'est un inconfort qui est momentané et passager. Et là, je parle toujours là, des dimensions un peu plus subtiles qui sont rattachées. Je ne parle pas des douleurs physiques, là. Hein, je ne vous parle pas d'une lombalgie parce que vous avez de l'arthrose dans les lombaires ou bien je ne vous parle pas d'une grosse maladie que vous êtes en train de traverser. Je ne sais pas, vous avez reçu un diagnostic de cancer puis là, vous êtes à votre troisième traitement de chimiothérapie. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous parle de la souffrance à caractère psychologique. Hein, ces états intérieurs-là inconfortables qui nous font pas mourir, mais qui tirent et qui font qu'on n'a pas le goût de vivre ça. Ben c'est ça. Vous êtes en train de choisir ce que vous voulez vivre puis ce que vous ne voulez pas vivre. Puis tant que vous êtes dans cette notion de choix-là, ben c'est le message que vous envoyez à votre système nerveux, c'est je ne peux pas être en sécurité en moi-même parce que je n'ai pas le droit d'être autrement que ce que je voudrais être. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, ben, comme à l'habitude, je vous souhaite un très joyeux maintenant. Et puis, ah oui, puis vite fait, très rapidement, je voulais, bon, je l'ai fait, j'ai essayé de le faire là, au fur et à mesure qu'on me le fait, mais c'est sûr que j'en ai échappé quelques-uns ou quelques-unes au passage, mais
je voulais vraiment, si vous êtes encore ici à la fin du vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour tous les beaux et généreux commentaires que j'ai reçus suite à l'entrevue avec Marc Leval là, à ABC Talk. Vous avez été très généreux en commentaires et en rétroaction de toutes sortes. Et puis pour ça, un gros merci tout le monde. Donc là, c'est vrai, je vous laisse. Ciao, à la prochaine.